On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe lorsque deux objets sont en chute non plus sous vide, mais dans des conditions qui correspondent un peu plus à ce qu'on peut observer sur Terre, donc une chute en présence d'air. On va écrire quelques petites équations, pas très compliquées, ce qui va nous permettre de bien comprendre la différence entre le poids et la masse, et ensuite on pourra prendre en compte dans ces formules l'effet de la résistance de l'air, donc des frottements de l'air sur la chute des corps. Les objets tombent parce qu'ils sont soumis à une force d'attraction exercée par la Terre. Cette force, qui est aussi bien responsable de la chute des corps que de la rotation de la Terre autour du Soleil ou encore la rotation des satellites autour de la Terre, est donnée par une loi universelle qu'on appelle la loi universelle de la gravitation de Newton. Alors voyons maintenant ensemble ce que nous dit cette loi. Nous allons ici considérer deux objets, un objet de masse grand M, un objet de masse petit m. Ces deux objets sont placés à une distance petit r l'un de l'autre, et ils vont interagir via l'interaction gravitationnelle. Ceci va se traduire par une force attractive exercée par l'objet grand M sur l'objet petit m, mais également de l'objet petit m sur l'objet grand M. Donc ces deux objets vont mutuellement s'attirer avec une force qu'on va noter grand F indice petit m et grand F indice grand M, et elles sont données par le produit de la masse de chacun des deux objets, donc petit m fois grand M. Cette force est inversement proportionnelle à la distance au carré entre les deux objets, et on peut remarquer qu'elle est également proportionnelle à une constante universelle, grand G ici, qu'on appelle la constante de gravitation. On considère maintenant un objet attiré par la Terre. On va ici remplacer la masse par la masse de la Terre. Si l'objet se situe à quelques dizaines ou centaines de mètres du sol, on va pouvoir faire l'approximation que petit r, la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'objet, est proche du rayon terrestre. Le dénominateur est donc remplacé par le rayon de la Terre au carré. Et on se retrouve avec l'expression de la force exercée par la Terre sur l'objet, F indice petit m, donnée par petit m la masse de l'objet, multipliée par un ensemble de constantes, grand G la constante gravitationnelle, la masse de la Terre, et le rayon de la Terre au carré au dénominateur. Cet ensemble de constantes, on va le remplacer par une constante qu'on appelle l'accélération de la pesanteur et qu'on note petit g. Petit g vaut 9,8 mètres secondes moins 2 à la surface de la Terre. Et c'est cette force qui est à l'origine de la chute de tous les objets vers le sol sur Terre. Cette force F indice petit m, vous la connaissez bien, c'est ce qu'on appelle le poids. C'est donc le poids de l'objet qui s'exprime en newton. Le newton, c'est l'unité de force en physique. Le poids, c'est simplement le produit de la masse de l'objet en kilogrammes multiplié par l'accélération de la pesanteur en mètres secondes moins 2. Pour faire le lien entre la force exercée sur un objet et le mouvement de cet objet, on va une nouvelle fois faire appel à Newton, et plus particulièrement à sa première loi, la première loi de Newton, qui nous dit la chose suivante. Elle nous dit que l'accélération subie par un corps de masse m est proportionnelle à la force que subit cet objet, mais également inversement proportionnelle à la masse de l'objet. Si on met maintenant ceci en équation, on va pouvoir écrire que l'accélération petit a de l'objet est égale à la force qu'il subit, son poids, divisé par sa masse. Le poids, c'est simplement le produit mg. Au numérateur, au dénominateur, on voit apparaître la masse de l'objet, on va pouvoir simplifier et obtenir finalement que l'accélération de l'objet est simplement égale à petit g, l'accélération de la pesanteur. Conclusion, l'accélération petit a d'un objet soumis uniquement à la force gravitationnelle ne va pas dépendre de sa masse. Et c'est bien ce que nous a dit le principe d'universalité de la chute libre. Cette dernière équation, A égale petit g, va nous permettre au passage de donner un sens physique à cette accélération de la pesanteur. Pour un objet en chute libre, l'accélération à la surface de la Terre vaut 9,8 mètres secondes moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que pour un objet qu'on lâche sans vitesse initiale, sa vitesse va augmenter de façon linéaire au cours du temps, pour atteindre 9,8 mètres par seconde au bout d'une seconde, au bout de 2 secondes, 2 fois 9,8 mètres par seconde, au bout de 3 secondes, 3 fois 9,8 mètres par seconde, etc. La vitesse de l'objet va donc augmenter de façon linéaire au cours du temps, et ceci ne dépend absolument pas de la masse de l'objet. On a bien compris la chute sous vide. Maintenant, que se passe-t-il si on réalise l'expérience dans l'air? Il va falloir prendre en compte cette fois-ci l'effet des frottements qui vont ralentir le mouvement de chute. Cette force de frottement, en fait, elle ne dépend pas de la masse de l'objet, elle ne dépend que de sa forme et de la vitesse de chute de l'objet dans l'air.
On va donc faire l'expérience en considérant deux objets de même forme. Je reprends la balle de tennis et la boule de pétanque que l'on a utilisée pour l'expérience dans la vidéo précédente. Et je vais essayer d'avoir, pour ces deux objets, une force de frottement qui soit la plus proche possible. Les deux objets ont la même géométrie, deux sphères. Je vais, pour que les frottements soient vraiment les plus proches possibles, recouvrir la balle de tennis d'une feuille de papier aluminium de façon à ce que la surface de la balle de tennis soit la plus lisse possible, voilà, à la manière de cette boule de pétanque. On va maintenant réaliser l'expérience, lâcher ces deux objets. Alors, l'expérience que l'on a réalisée précédemment avec la balle de tennis et la boule de pétanque, on avait observé la chute sur une hauteur d'1,50 m à peu près. Ici, on va prendre un peu plus de hauteur, on va aller sur le toit de l'université et puis lâcher ces deux objets de même forme, pour lesquels les frottements a priori sont vraiment très proches, mais des objets de masse très différentes. On va les lâcher d'une dizaine de mètres de hauteur et puis voir ce qu'on peut observer et comparer le temps de chute de ces deux objets. Alors on vient d'observer très clairement que la boule de pétanque est arrivée au sol avant la balle de tennis. Ça peut sembler un peu surprenant parce qu'on avait vu que sous vide, pour la chute libre sous vide, tous les objets, quelle que soit leur masse, tombent exactement de la même façon. Ici on a deux objets avec des masses différentes, certes, mais pour lesquels les frottements, a priori, sont identiques. Même forme, même état de surface. Et pourtant, ils ne tombent pas à la même vitesse. Pour comprendre ça, on va écrire quelques petites équations et vous allez voir que tout va s'éclaircir. Pour prendre en compte l'effet de la résistance de l'air sur la chute des objets, on va réécrire petit a l'accélération avec cette fois-ci au numérateur un terme supplémentaire, moins F indice R, qui va prendre en compte l'effet de la force de frottement. Alors pourquoi un signe moins ici? Simplement parce que la force de frottement va tendre à réduire l'accélération de l'objet. C'est une force qui s'exerce sur l'objet de bas en haut, tandis que le poids s'exerce de haut en bas. On écrit A indice P l'accélération de la boule de pétanque, A indice T l'accélération de la balle de tennis. Ces deux accélérations font intervenir petit g, l'accélération de la pesanteur, moins le rapport F sur M. On voit donc que l'accélération des deux objets est maintenant différente à cause de ce terme F sur M, puisque la masse des deux objets est différente. Pour la boule de pétanque de masse plus élevée, ce terme F sur M est plus petit que pour la balle de tennis. L'accélération au cours de la chute de la boule de pétanque est donc moins réduite par la résistance de l'air que celle de la balle de tennis. D'après ces équations, on peut donc en conclure que la boule de pétanque devrait arriver au sol avant la balle de tennis, et c'est bien ce qu'on a observé expérimentalement.